Aujourd'hui, je parle en tant que représentant de l'ICV, donc laboratoire d'œnologie, très important sur la région méditerranéenne, vu qu'on travaille avec 250 caves coopératives et 1200 domaines. Mais il y a 20 ans, je m'occupais d'agriculture biologique, à une époque où c'était un petit peu moins à la mode, on va dire. Donc effectivement, je vais vous parler un petit peu de la problématique de la qualité, de la maîtrise, disons, des intrants, avec une entrée qualité, parce qu'on est dans une filière, la filière du vin, où, bien entendu, la rentabilité passe par la maîtrise des rendements, comme dans beaucoup de filières, mais elle passe avant tout, je dirais, par la maîtrise de la qualité, parce que le prix du vin varie de 1 à 100. Et il y a peu de filières agroalimentaires où, pour un même produit de base, on puisse avoir une différence de valorisation. Donc la question qui se pose, c'est quelles sont, là on s'est posé nous, quelles sont les conséquences de l'état sanitaire, de la maîtrise de l'état sanitaire sur la qualité. Quand on parle de qualité, il y a un premier point qui est la sécurité alimentaire. Et il y a, à la fin des années 90, on a commencé à parler d'ochratoxines. On s'est aperçu qu'il pouvait y en avoir dans le vin. À l'époque, on savait que ça existait en grande culture sur céréales, mais dans le vin, on n'avait aucune connaissance. On s'est aperçu que ça provenait de champignons qui étaient différents de ceux qu'on trouve sur les céréales, et que ces champignons se développent sur le raisin, et que l'ochratoxine A se développe sur le raisin. Donc c'est un produit qui fait l'objet d'une limitation réglementaire à 2 microgrammes par litre pour les vins, parce qu'il a des effets cancérogènes possibles, néphrotoxiques et peut-être neurotoxiques. Donc il y a effectivement des essais aussi bien de détection d'aspergillus sur le raisin et de mesure d'ochratoxine sur les vins issus de ce raisin-là, qui montraient que très très tôt, on pouvait avoir dans les raisins de l'ochratoxine à des niveaux relativement élevés. C'est-à-dire qu'à la récolte, on peut se retrouver avec des raisins qui ont déjà plus que les 2 microgrammes fixés par la réglementation. On s'est posé la question de savoir d'où venait cette ochratoxine et on s'est aperçu, je dirais un petit peu fortuitement, ce qui veut dire qu'il faut être curieux quand on expérimente, qu'ils étaient très fortement liés au ver de la grappe, ce qui n'est pas forcément une surprise, vu que les vers de la grappe aussi sont des vecteurs de botrytis et autres champignons. Et dans toute une série d'essais qu'on a pu réaliser entre 2001 et 2007, on a démontré que la réduction de la maîtrise des vers de la grappe, la réduction des populations de vers de la grappe, des dégâts de vers de la grappe sur raisin, entraînait une réduction d'ochratoxine sur les vins à peu près correspondante. Donc ça, c'est un point important. Bien entendu, après, il y a d'autres gestes qu'on peut réaliser au vignoble si on veut maîtriser l'ochratoxine, la prophylaxie avec les feuillages de maîtrise de la vigueur, et des traitements complémentaires avec des fongicides adaptés. Ensuite, on s'est intéressé à une maladie qui est franchement méditerranéenne, qui est l'oïdium, et qui n'arrête pas de progresser dans notre région, mais malheureusement ailleurs en France avec le changement climatique. Et cette maladie-là, elle était crainte par les viticulteurs pour l'impact sur le rendement. Et effectivement, dans des essais qu'on a pu faire, on a pu montrer que des dégâts d'oïdium sur les grappes pouvaient entraîner des baisses de poids des grappes de l'ordre de 60%. Mais on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on peut tolérer au vignoble pour faire un vin de qualité ? Donc il y a eu toute une série d'expérimentations pendant 5 ou 6 ans sur 2 cépages très sensibles de notre région, le chardonnay en blanc et le carignan en rouge. Et on a fait des vinifications avec des taux contrôlés d'oïdium. Et on a essayé de faire un lien entre ces taux-là et ce qu'on peut avoir sur la qualité des vins. D'abord, on s'est aperçu que si le raisin était sain, c'est-à-dire avec peu ou pas d'oïdium à la fermeture de la grappe, donc un peu avant la véraison, eh bien à la récolte, on avait peu ou pas de dégâts. Donc on a pu suivre des grappes marquées comme ça de HKZ. Inversement, quand on avait des dégâts visibles sur le raisin, c'est-à-dire plus de 20% de la surface des baies qui était touchée, eh bien on avait des dégâts préjudiciables à la récolte. Alors dégâts préjudiciables à la récolte, c'est vraiment quand on a des grappes, alors en bas c'est du chardonnay, en bas à droite du chardonnay, vous voyez, quand on voit des grappes qui sont fortement touchées comme ça à la récolte, il suffit de 5% de grappes comme ça pour marquer la vendange. Par contre, quand on a des dégâts minimes, là c'est sur une grappe de carignan au-dessus, et je pense qu'un œil non expert ne verra rien, et quelqu'un qui regarde rapidement une vigne ne voit pas forcément des dégâts, ces grappes-là n'ont aucun impact sur la qualité finale des vins.
Donc on a mesuré l'impact de l'oïdium sur le raisin. Donc l'oïdium s'attaque à la pellicule du raisin. Donc ça entraîne une fragilisation de la pellicule, une libération des constituants pelliculaires ou sous-pelliculaires, en particulier une augmentation du pH des mous et des vins par une augmentation de la teneur en potassium, donc qui en fait des vins plus fragiles, plus instables. Ça augmente également l'extraction des anthocyanes et des polyphénols, des arômes. Une modification de la nidification et donc une modification des profils sensoriels des vins. Et ça favorise aussi la présence de moisissures. Non seulement ça va dégrader la plupart des précurseurs d'arômes du raisin qui sont dans la pellicule, mais ça va en plus favoriser la présence de moisissures avec des arômes indésirables. Au niveau des vins, vous voyez, on a pu montrer que sur les vins finis, donc une fois que les stabilisations tartriques sont faites, sur les vins finis, il y a une augmentation quasiment proportionnelle du pH et une diminution proportionnelle de l'acide tartrique en fonction du taux d'oïdium de la vendange. Donc, et des augmentations de pH qui passent de 3,48 à plus de 3,65, c'est énorme du point de vue œnologique. 0,05 points de pH pour la qualité des vins, c'est quelque chose de très important. Donc l'oïdium favorise une augmentation du pH. On n'a pas besoin de ça parce que c'est un des problèmes que l'on a dans notre région, hein, lié à une baisse de l'acide tartrique. Donc on a pu, je vous le disais, donc, établir des seuils de tolérance à la récolte. Hein. Ça veut dire qu'on s'est aperçu que face à une maladie comme l'oïdium, le zéro défaut n'était pas forcément à rechercher du point de vue œnologique et qu'on pouvait avoir une certaine tolérance au-delà de l'impact qu'il peut avoir sur le rendement, mais en sachant que quand il y avait moins de 8% d'oïdium dans la vendange, c'est-à-dire moins de 5% de grappes rétouchées, eh bien, l'impact sur la qualité finale des vins était quasiment insignifiante. Il y a toujours un petit impact. Donc ceux qui ont des objectifs de vin très haut de gamme ne l'acceptent pas, mais pour la majorité des viticulteurs, pour la majorité des objectifs de vin, il n'y a pas d'impact. Et par contre, on s'est aperçu également qu'au-delà de 13% d'oïdium, donc plus de 10% de grappes très touchées, eh bien, on avait un impact marqué qu'on n'arrivait pas à corriger en cave. Ça veut dire qu'on avait beau faire tous les efforts, beau apporter des intrants supplémentaires en termes de barriques ou autres pour essayer d'enrober entre guillemets ces arômes, ces défauts-là, on n'arrive pas à les masquer. Donc ça donne des indications pour que, au moment des vendanges, les gens chargés de faire les récoltes évitent de chercher le zéro défaut, ce qui était le défaut de mes collègues œnologues, et acceptent un minimum d'oïdium. Donc, je vous ai dit, ces seuils-là qui étaient des seuils, disons, d'intensité, on les a convertis en seuils de fréquence de grappe. Et globalement, c'est pas la peine de chercher le petit détail à la récolte. Donc, les petits symptômes d'oïdium sur une baie, c'est pas la peine de les chercher. Ils n'ont aucune incidence. On a pu rajouter jusqu'à 30% de ces grappes-là dans la vendange sans changer la qualité des vins. Par contre, dès qu'on a des grappes comme celle-ci, alors même pas comme celle-ci, il y a la moitié d'une grappe touchée comme ça devient intolérable. Et 5% de grappes comme ça sont ce qu'on peut tolérer. Et ça donne aussi des indicateurs faciles à utiliser pour les viticulteurs et pour les techniciens. Ensuite, second volet, on s'est posé la question, est-ce qu'on peut chercher à économiser sur les programmes de traitement? Donc on a comparé plusieurs programmes de traitement. Un programme de traitement qu'on appelait sécurité, qui était ce qui est préconisé, mais malheureusement pas toujours appliqué par les viticulteurs, avec un démarrage sur le chardonnay relativement tôt, et à peu près 8 traitements depuis le stade 5-6 feuilles étalées jusqu'à la fermeture de la grappe, au début véraison. On a comparé avec un programme économique, ce qui est malheureusement une réalité des viticulteurs, c'est-à-dire des produits bas de gamme, pas très chers, et avec un démarrage un peu plus tardif pour économiser sur le premier traitement. Et on a testé différentes stratégies de programmes raisonnés, avec soit, dans un premier temps, on avait essayé de faire des économies sur le premier traitement et sur le dernier traitement. On a fait l'essai 1 an, on a dû arrêter parce qu'on a eu une pression d'oïdium telle qu'il a été difficile de maîtriser l'état sanitaire. On flirtait avec la correctionnelle pendant toute la saison. Et ensuite, on a fait des programmes où on continue à démarrer au même stade, avec des produits peut-être un peu moins agressifs au début, un peu moins chers. Mais par contre, ensuite, on s'arrêtait un peu plus tôt.
Donc l'objectif, c'est de vérifier l'impact sur le rendement et sur la qualité des vins. Donc là, je vais vous présenter un résultat qui est sur un essai réalisé sur Chardonnay en 2011. Sur la programme sécurité, eh bien, on a préservé le niveau de rendement. Et au niveau de la dégustation des vins, on avait une dégustation les vins présentaient une bonne qualité. Il n'y avait pas de soucis particuliers. Donc il y avait à la fois qualité et quantité. Sur le programme qu'on appelait économique, donc économique du point de vue du viticulteur, il y avait une baisse de rendement de 25% comparé au programme sécurité. Et quand on dégustait les vins, en plus de ça, la qualité des vins était jugée médiocre. Ça veut dire qu'il y avait à l'aveugle, nos œnologues trouvaient des défauts olfactifs et en particulier une sécheresse en bouche marquée qui faisait que c'est le genre de vin où quand on a fini une gorgée, on a un côté sec qui reste en bouche. Donc on n'a pas forcément envie quand on a fini un verre, on n'a pas forcément envie d'en prendre un second. Et ça fait peut-être pas très plaisir aux médecins et autres, mais l'objectif quand on vend du vin, on fait en sorte que quand on a fini un verre, le consommateur ait au moins envie d'en prendre un second et que ce soit le souci de sa santé qui l'empêche d'en boire un second plutôt que le goût du vin. Et quand on a comparé les programmes raisonnés, il y avait une très légère baisse de rendement par rapport à la sécurité. Donc effectivement, on n'a pas pu atteindre l'optimum de rendement. Par contre, en qualité, le vin était bon et parfois même préféré à l'aveugle. Donc pas d'impact sur la qualité et un équilibre quantité-qualité qui était satisfaisant. Donc les conclusions de cette étude, c'est que, il faut le rappeler, c'est que l'oïdium est quand même une maladie très difficile à gérer. C'est une maladie qu'on s'est encore mal modélisée, alors qu'il y a des maladies comme le mildiou qui sont assez facilement modélisables. L'oïdium, c'est plus difficile. C'est une maladie sur laquelle l'estimation des risques est beaucoup plus difficile. Et par contre, c'est une maladie qui est en forte progression en France depuis 15 ans avec le réchauffement climatique. Et les Bourguignons commencent à connaître des problèmes d'oïdium tels qu'on les connaissait il y a une vingtaine d'années dans la région. Cette maladie donc impacte le rendement et la qualité. C'est une maladie où, sur les cépages actuels, le traitement reste indispensable, que l'on soit en bio ou en conventionnel. Et dans les essais qu'on a fait, je ne vous ai pas présenté de résultats, on avait fait des essais bio, donc avec des stratégies à base de soufre pur, et on avait exactement les mêmes résultats en termes de raisonnement, sauf qu'en bio, il fallait faire un peu plus de traitement parce que la rémanence des produits est un peu plus courte. Le programme de travail qu'on a mené nous a permis de définir des seuils de nuisibilité faciles à utiliser, a permis de dire que sur l'oïdium, face à l'oïdium, le zéro défaut n'était pas nécessaire. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et ça permet de proposer une méthodologie de pilotage à la vigne par à base d'observation visuelle qui permet, suivant les parcelles, suivant les contextes, suivant les années, de faire un de traitements d'économie par millésime. Donc sur un programme de 8 traitements, on a pu arriver à des résultats comparables avec seulement 6 traitements. Et ces économies de traitement sont, dans notre région, réalisables uniquement en fin de cycle, donc à partir de la fermeture de la grappe. Après, on ne peut pas conclure cette journée sans essayer de se poser un peu la question de l'avenir. Est-ce qu'on sera demain obligé de traiter les vignes ? La réponse, il y a des pistes qui sont évoquées actuellement, qui sont des cépages résistants, des cépages obtenus par des croisements interspécifiques, donc avec des vitis vinifera et d'autres vitis, et qui ressemblent beaucoup aux pommiers résistants à velure dont on parlait ce matin. Donc pour ceux qui veulent quelques informations, on a fait un guide technique il y a quelques années sur ces cépages-là. Nous, on s'est intéressé non pas à la construction génétique de ces cépages-là, on a recensé un petit peu ce qui existait au niveau français et au niveau européen, mais on s'est intéressé plutôt à l'intérêt qu'ils apportaient aux viticulteurs, et on a comparé chez les viticulteurs qui les utilisaient depuis plusieurs années en Europe, vu qu'à l'époque en France il n'y en avait pas beaucoup, l'économie de traitement que ça réalisait, et on tombe sur des chiffres qui sont très proches de ceux qui ont été présentés ce matin sur pommier. Ça veut dire que c'est des cépages qui, sans garantir le zéro traitement, permettent d'économiser de 60 à 90% des traitements. Et surtout qui apportent un confort pour le viticulteur. Ça veut dire que si
s'il y a une pluie qui est annoncée dans 3 jours et qu'ils peuvent se permettre d'attendre la pluie et de traiter après la pluie, alors qu'avec des cépages classiques, il vaut mieux traiter avant. Si la date de couverture de l'ancien traitement arrive un vendredi, ils peuvent attendre le lundi et laisser le personnel prendre le vendredi en RTT comme prévu, sans que ça pose de problème. Et il faut traiter vaguement aux alentours de la floraison, mais avec un positionnement qui n'est pas aussi important. Alors que pour maîtriser la lutte contre l'oïdium avec des produits classiques, que l'on soit en bio ou en conventionnel, le positionnement, la date d'intervention est un facteur clé. Ce qui nous intéressait le plus, c'était de voir l'impact sur la qualité des vins. Donc on avait réuni une trentaine de vins de ces variétés-là, qu'on a fait déguster par des jurys experts, des producteurs, plutôt des techniciens, des œnologues ou des vignerons, non pas des consommateurs. Et on a comparé avec des vins de référence connus, un Merlot pour les rouges et un Chardonnay pour les blancs. Et on s'est aperçu que ces vins-là, ces variétés-là, ne présentaient pas une typicité particulière. On ne pouvait pas dire, tiens, là, on a quelque chose de franchement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et en termes de préférence hédonique, eh bien, ces vins, là, sur les rouges, eh bien, à la limite, la moitié des échantillons testés étaient jugés meilleurs que le vin de référence. Alors c'était des vins venant essentiellement d'Allemagne, de Suisse ou d'Autriche, et le vin de référence était des vins allemands, donc nos dégustateurs locaux n'étaient peut-être pas tout à fait familiarisés avec ces vins-là. Mais depuis, on a eu l'occasion de refaire pas mal de dégustations comme ça, sur des parcelles expérimentales, et effectivement, on a des cépages qui sont prometteurs, donc en termes de progrès sur les traitements et de qualité des vins. La question, est-ce que demain, ces cépages-là seront adoptés par les viticulteurs? Alors là, on est dans une filière un peu différente que la filière arboriculteur. Je me permets de jeter un petit pavé dans la mare. C'est qu'on est une filière dont la force est qu'elle bénéficie de signes de qualité depuis très longtemps. 90% des vins qui sont produits en France sont vendus sous signe de qualité, AOP, IGP, bio, développement durable, etc. C'est une filière dont la notoriété des vins repose également sur la notoriété de certains cépages, comme le Sauvignon, le Chardonnay, le Cabernet Sauvignon, etc. Alors, est-ce que ces nouvelles variétés, demain, seront acceptées par le consommateur? Est-ce qu'elles correspondront à ses attentes par rapport à tous ces signes de qualité? Comment elles seront acceptées par les organismes de gestion des AOP ou des IGP? Ça sera un des enjeux importants sur le développement de ces variétés-là. Voilà.